ce samedi, nous sommes en compagnie de Georges Kouessant, docteur en médecine et docteur en pharmacie. Mais Georges Kouessant est dans ce studio en sa qualité de président de l'Alliance socialiste santé du peuple, un parti politique créé en 2013 et qui s'est illustré plusieurs années durant au sein des regroupements politiques qui ont rythmé la vie politique au Togo jusqu'à la présidentielle de 2020. La coalition Arc-en-Ciel, la coalition CST Arc-en-Ciel CAP 2015 et la coalition des 14, la C14. L'Alliance socialiste santé du peuple, va donc l'Alliance socialiste santé du peuple, sa lecture de la vie politique nationale, les dernières mesures restrictives relatives à la crise sanitaire, le décès de l'artiste, l'humoriste Atina Nobiti Di Gagolo, la situation en Guinée avec les conclusions du sommet de la CEDEAO à Accra, le décès cette nuit de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika sont les sujets sur lesquels notre invité nous proposera ses analyses. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Delage. Et merci d'être avec nous pour cette émission. C'est nous qui vous remercions. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, docteur, quand je préparais cette émission, j'ai découvert que vous aviez présidé pendant 8 ans le club des anciens du collège de Saint-Joseph. Alors dites-moi, de votre point de vue, à quoi servent des associations, clubs de ce genre et quels sont les souvenirs que vous gardez de votre long règne à la tête de ce club? Mais je suis un peu pris au dépourvu par cette question. Je ne sais pas où vous avez trouvé cela. Et effectivement, j'ai été pendant de longues années le président du club des anciens du collège Saint-Joseph. J'ai fait le collège Saint-Joseph et c'est là où j'ai eu mon bac. Et nous sommes un certain nombre d'anciens élèves qui ont à cœur de faire en sorte que la situation dans laquelle ce collège, qui est un collège de privilèges, qui a vu passer de grands noms, oui, tels que les Dem Kodjo et d'autres personnalités, le sortir de cette situation un peu de léthargie dans laquelle il se trouve depuis un temps. Donc, nous travaillons à ce que le collège Saint-Joseph puisse retrouver sa lettre de noblesse. C'est pour cela donc, que j'ai présidé. Maintenant, si je peux dire, ce que j'ai gardé comme souvenir, c'est d'abord de retrouver les anciens de ce collège, qui sont quand même des personnalités aujourd'hui, des gens comme Jovi Gali, des gens comme Monsieur Fiadio Moïse. Donc pendant ce temps, c'était quand même des moments où on se retrouvait et puis on discutait des problèmes, on essayait d'apporter des solutions avec la collaboration des prêtres recteurs, des solutions. C'était une très belle expérience parce que vous savez, c'est toujours bien de faire des associations, c'est enrichissant, c'était une très belle expérience. J'ai présidé à cela donc jusqu'à la veille de la fête des 70 ans, donc quand j'ai donc cédé au président actuel qui est aussi peut-être en train de finir. Donc j'ai quitté la tête de cette association il y a à peu près 5 ans. Voilà. Alors vous êtes, je le disais, un docteur en médecine et aussi un docteur en pharmacie. Entre les deux professions auxquelles vous donne droit votre formation, laquelle préférez-vous? Est-ce qu'il y a de préférence? C'est vrai que quand j'ai eu mon bac, c'est la médecine que j'ai faite. C'est la médecine que j'ai faite. Donc, c'est après avoir fait la médecine, je travaillais donc parallèlement. Donc, j'ai suivi les cours de pharmacie. Bon, je ne dirais pas que je préfère une profession à une autre. Les deux professions me plaisent, c'est pour cela que je les ai faites. Et se complètent surtout. Mais bon, aujourd'hui, j'exerce beaucoup plus la pharmacie. Et ça me plaît très bien, je me sens bien dedans. Et c'est une bonne chose. J'ai la possibilité, c'est vrai que il y a une loi qui est sortie en 2009
qui dit que si jamais quelqu'un est médecin et pharmacien, il ne peut pas exercer les deux. Mais cette même loi dit si vous avez les deux autorisations avant 2009, vous avez le droit de les exercer. Oui. Moi, j'ai eu l'autorisation pour l'ouverture donc d'une clinique en 2000 et pour l'ouverture d'une pharmacie en 2008. Donc, j'ai le droit d'exercer les deux. Mais aujourd'hui, je suis dans la pharmacie et ça me plaît. Mais de temps en temps, donc, je revois mes notes de médecine. Voilà. Alors, dites-nous maintenant, pourquoi vous êtes-vous cru obligé de vous lancer en politique et surtout de créer un parti politique? Ce sont des questions que je ne pensais plus retrouver dans un débat, parce que ce sont de vieilles questions qui sont venues depuis à plusieurs reprises. Mais puisque c'est venu, il faut y répondre. Au fait, vous savez, comme vous l'avez dit, je suis médecin, j'ai eu à exercer la médecine. J'ai exercé la médecine, j'avais une clinique, j'exerçais la médecine et je recevais les malades, je leur prescrivais des médicaments. Mais généralement, quand vous prescrivez les médicaments, ces malades reviennent souvent en faisant des choix, en choisissant des médicaments. Et généralement, ils choisissent les médicaments qui coûtent les moins chers. Donc, nous avons vu cet état de choses où bien des fois vous prescrivez, vous ne savez pas réellement comment les choses se passent. Parce que le malade, il prend son ordonnance, des fois il disparaît, vous ne le voyez pas. Donc, quand je suis devenu pharmacien et étant dans une officine, j'ai compris un certain nombre de choses. Parce que quand les gens viennent, mais pourquoi se fait-il que les gens achètent certains médicaments, ils abandonnent d'autres? Maintenant, il est devenu pharmacien dans une officine. J'ai compris encore, à un autre degré, ce qui se passe réellement. Et je me suis dit, les gens ont de sérieux problèmes. Mais je me suis dit, mais je ne peux pas, avec mes maigres moyens, aider ad vitam aeternam les gens, parce que ce sont des problèmes qui arrivaient avec récurrence. Donc, je me suis dit, la meilleure manière d'apporter des solutions aux problèmes de nos pays, aux problèmes sociaux, c'est de participer à la chose politique, d'être parmi les décideurs, pour qu'on puisse trouver des solutions dans un contexte global, plutôt que d'intervenir de façon parcellaire comme ça, donc trouver les problèmes aux solutions de façon globale. Donc c'est ça qui m'a amené donc, en politique. Vous avez vu, c'est-à-dire que si j'avais l'ambition politique dès le départ, ce ne sont pas des disciplines classiquement qui amènent en politique. Si j'ai fait la médecine, j'ai refait la pharmacie, ça veut dire quand même que j'ai fait quand même plusieurs années d'études. Je pouvais investir cela dans d'autres disciplines plutôt que si j'avais cette ambition politique au départ. Mais je ne le regrette pas. Je m'y retrouve très bien. Je m'y plais. Voilà. Et justement, l'Alliance socialiste Santé du Peuple, votre parti politique, a quelque peu disparu depuis un moment des écrans radars. Et on n'entend plus vraiment beaucoup parler de vous. Alors, pourquoi? Et quel est aujourd'hui l'état de santé de l'Alliance socialiste Santé du Peuple? Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler de Santé du Peuple. Vous savez, nous étions candidats à la dernière présidentielle. J'étais candidat. Et il faut avouer que après cette élection, nous avons beaucoup réfléchi. Nous sommes rendus compte que dans notre pays, rien n'est fait effectivement pour encourager les politiques. Quand vous n'êtes pas du côté du parti au pouvoir, tout est mis en œuvre pour que vous soyez découragés, pour que vous vous intéressiez le moins possible à la politique, alors qu'en réalité, les partis politiques participent à la vie de la nation. Quand on fait les choses de manière à décourager les partis politiques de l'opposition, il n'y a plus de contrepoids politique. Les partis politiques de l'opposition font le contrôle de l'action publique.
Mais nous avons constaté que les choses sont faites de manière à ce qu'on s'y intéresse le moins possible. Avec ces élections, vous avez vu depuis, l'opposition, quand nous allions à des élections, même avec les fraudes et toutes les difficultés qu'il y avait, l'opposition avait au moins autour de 40-45% de l'électorat. On nous donnait au moins entre 40 et 45% de l'électorat. À la dernière présidentielle, je crois que, tout compte fait, on n'en a pas eu plus de 28% de l'électorat. Ce sont des choses qui donnent à réfléchir et qui nous ont amenés à nous donner le temps d'une profonde réflexion par rapport à la vie politique même de notre pays. Parce qu'on ne peut pas avancer comme cela. À un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir pour voir la suite donc, à donner à cette lutte. De toutes les façons, nous n'allons pas jeter le manche après la cognée. Nous sommes dedans, la lutte continue. Nous allons nous battre parce que nous restons convaincus que pour que les choses puissent bien marcher dans ce pays, il faut l'alternance politique. Donc c'est pour cela que certainement depuis un temps, vous n'entendez plus tellement parler de nous. Mais petit à petit, nous nous réorganisons. Voilà. Et souffrez qu'on vous pose des questions que vous avez déjà entendues plusieurs fois déjà, parce que ceux qui vous écoutent aujourd'hui ne sont pas forcément ceux que vous avez écoutés. Non, voilà. Ça ne me gêne. Dites-nous en quelques mots, quelles sont les ambitions de santé du peuple pour le Togo? En quelques mots, dites-nous en quoi consiste votre offre politique pour les Togolais? Non, vous savez, les ambitions de tout parti politique, avant d'entrer dans les détails et dans les mécanismes moléculaires qui peuvent vous permettre d'aller vers ce que vous faites, l'ambition de tout parti politique doit être deux. C'est-à-dire, comment faire pour que les citoyens puissent s'épanouir, premièrement, donc l'épanouissement du citoyen. Et la deuxième chose, c'est le rayonnement international du Togo. C'est la finalité, pour nous, c'est la finalité de l'action politique. Tout parti politique qui ne se met pas dans ce schéma, je pense que cela pose un certain nombre de problèmes. Donc, notre ambition n'est pas différente de cette ambition-là. Épanouissement du peuple. Épanouissement de citoyens. Le rayonnement du pays à l'extérieur. Et le rayonnement du pays. Quels sont les moyens que vous proposez quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour y parvenir? Oui. Vous savez, comme je l'ai dit, j'étais candidat à une élection présidentielle. J'ai écrit un programme. Et ce que nous avons proposé, il y a eu un débat. Nous avons défendu ce programme. Je pense que ce n'est pas le moment. On ne peut pas entrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais schématiquement, il faut vous dire que pour que le citoyen togolais puisse rayonner de l'extérieur, puisse s'épanouir, il faut un certain nombre de conditions. Il faut que les gens puissent naître dans les meilleures conditions. Il faut que les gens vivent dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire vivre dans les meilleures conditions. C'est se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, s'éduquer, et que les gens puissent quitter ce monde le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Ce que nous disons pour l'émergence de ce pays, parce que la finalité de l'action politique, comme je l'ai dit, c'est ces deux choses-là, mais le point commun, c'est l'émergence de ce pays. Et c'est quoi l'émergence ? C'est la croissance obtenue sur plusieurs années qui vont agir donc sur les autres indicateurs tels que le niveau de vie, l'indice de développement humain, etc. Donc, nous avons un programme que nous avons proposé, mais concrètement, je peux vous dire tout simplement qu'il faut prendre chaque cas et voir ce qu'il faut faire pour le Togo. Si nous disons il faut que les gens naissent dans des meilleures conditions, comment faire pour que les conditions sanitaires soient là pour que les gens puissent naître dans les meilleures conditions possibles, que les gens vivent? Il faut de l'emploi, il faut que les gens aient de l'emploi,
Il faut agir sur les déterminants structurels de l'émergence. Déterminants structurels de l'émergence, nous les connaissons. Ce sont la qualité des institutions, le capital physique, le capital humain, l'innovation, etc. Mais on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Mais si nous avons un programme, si nous avons un temps, vous voulez qu'on présente un programme de développement pour notre pays, nous l'avons. Bien, docteur Georges, vous avez dit tout à l'heure que ce qui caractérise, ou alors ce que tous les partis politiques ont en commun, c'est de chercher l'épanouissement du peuple, un, et deuxième, le rayonnement du pays. Doivent avoir. Alors, je voudrais savoir, finalement, vous, qu'est-ce qui vous distingue, à votre avis, des autres partis politiques qui existaient et cela n'a pas suffi pour que vous absteniez de créer un autre. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui? Oui, mais c'est très simple. Si vous estimez que ce que vous voyez ne permet pas cela, la manière dont les choses évoluent ne permettent pas que les gens puissent atteindre cet objectif. Quand vous réfléchissez, quand vous analysez, vous voyez que les partis politiques qui sont là, la manière dont ces partis fonctionnent ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, mais vous pouvez créer votre parti politique et travailler. Voilà. Je le disais en introduction, en introduisant cet entretien, que vous vous étiez distingué depuis la création de votre parti, et je devrais dire que vous étiez obsédé par l'union de l'opposition. Et voilà, vous êtes rassuré en participant systématiquement à tous les regroupements de l'opposition. Alors, mais depuis la présidentielle de 2020, on a le sentiment que désormais, le slogan est chacun pour soi, Dieu pour tous, et non plus un pour tous et tous pour un. Est-ce bien cela? Parce qu'on ne sent plus les partis politiques se rapprocher les uns des autres, chacun dans son coin, et parfois même on se critique, on se tire dans les pattes. Non, mais ce n'est pas après la présidentielle de 2020. Ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas quand j'étais membre de la coalition Arc-en-Ciel. J'ai été le coordonnateur de CAP 2015, après avoir été le modérateur du conclave qui a conduit à la création de CAP 2015. J'ai été dans la C14, mais il y a eu toujours des problèmes, il y a eu toujours des divergences au sein de l'opposition, ce n'est pas après la présidence. Seulement que ça s'est attisé et ça s'est exacerbé après la présidentielle de 2020. Mais le problème de l'union de l'opposition s'est toujours posé. C'est pour cela que, si vous avez souvenance, nous avons fait une proposition, nous, à la veille de la présidentielle. On n'avait pas voulu participer à la présidentielle de 2020. On a fait une proposition, on a demandé qu'on choisisse une personnalité neutre pour représenter toute l'opposition. On s'est battu pour cela. On a fait des pieds et des mains pour que cette proposition puisse être acceptée. Qu'est-ce que vous appelez une personnalité neutre? Une personnalité neutre, nous avions toutes les caractéristiques à l'époque. En réalité, c'est un terme peut-être un peu barbare, mais ce qu'on met dans ça, nous avons donné le profil à l'époque, mais de façon très simple, c'est quelqu'un qui n'est pas un politique, c'est-à-dire qui n'a pas un parti politique. Parce que nous avons estimé, après avoir vu les divergences profondes qu'il y avait au sein de l'opposition, qu'il était difficile pour un politique de s'éclipser en faveur d'un autre politique. Et surtout si on a une certaine audience. Est-ce qu'il n'est pas encore plus difficile pour un politique de s'éclipser au profit d'un non-politique? Mais ce n'est pas évident. Parce qu'il pourrait se dire que après tout le travail que moi j'ai fait sur le terrain, finalement, justement parce que... Pourquoi? Parce que les gens, ce n'est pas le fait de s'éclipser qui est le problème, mais la crainte de voir la personne s'emparer du pouvoir après. On a vu ça, même ici à l'époque, et c'est vrai que c'était les élections locales, mais on a vu dans une commune, il y avait les amis de l'opposition. Mais quand un parti politique c'est-à-dire sa candidature était rejetée, on a vu que ce parti politique s'était porté sur le candidat qui était indépendant, malgré la présence de tous les autres politiques dans la zone. Donc c'est un exemple. Mais quand vous voyez aussi, par exemple, ce qui s'est passé en Gambie, pour que Yahya Jammeh parte, mais Adama Barrow n'était pas politique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut nous opposer le comportement d'Adama Barrow, qui s'est écarté de ses anciens amis, qui s'approche petit à petit du parti de Jammeh. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui. Donc, c'est pour cela que nous avons fait cette proposition à l'époque. Mais bon, ça n'a pas eu l'écho favorable. Nous le regrettons, mais nous y croyons. Et le moment venu, nous allons toujours nous battre. Vous croyez toujours à l'union de l'opposition? Pas à l'union de l'opposition. À l'union de l'opposition, je suis un peu plus sceptique. Voilà. Mais au choix d'une personnalité qui n'est pas politique, derrière laquelle toute l'opposition peut se rassembler pour avoir l'alternance et après voir comment ensemble gérer le pays. Donc, je crois beaucoup plus à ça. Voilà, si je vous comprends, donc plus jamais d'alliance avec les autres partis politiques, ni éventuellement avec le parti au pouvoir. Mais voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut retenir de ce que vous dites là ce matin? Non, cela ne me concerne pas particulièrement. Ça, ce que je dis n'est que la conséquence de l'expérience que j'ai eue au sein de l'opposition. Ouais. Cela n'est pas applicable à mon parti, n'est pas applicable à l'Alliance socialiste santé du peuple. C'est pour toute l'opposition. Voilà. Bien. Un parti politique de l'opposition, on le sait, a entre autres missions de critiquer l'action gouvernementale. Alors, quelle est votre appréciation sur la gouvernance actuelle du pays? Quels sont les mérites que vous reconnaissez aux gouvernances actuelles et quels sont les points sur lesquels vous estimez qu'on pourrait mieux faire? Les mérites? Bon, il y a beaucoup de femmes au gouvernement. C'est un mérite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont à des postes de responsabilité. C'est bien. C'est une bonne chose. Il y a le vaccin anti-Covid qui est disponible. C'est une bonne chose. Mais vous savez, le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas beaucoup. Vous êtes comme les journalistes alors. Le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas beaucoup. Il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup trop de problèmes dans ce pays pour qu'on s'attarde sur les mérites qu'il y a. On ne dit pas que tout est noir. Ça, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses. Mais il y a beaucoup trop de problèmes pour qu'on s'attarde. Oui, quels sont les problèmes que vous avez constatés ou bien, voilà. Non, ce n'est pas que les problèmes, les problèmes qui se posent et qui peut-être sont mal gérés de votre point de vue. Ce sont des problèmes qui sont connus de tout le monde, qui sont connus de vous et moi. Et lesquels vous attristent le plus ou bien lesquels vous estimez? Voyez un peu au plan social, la flambée des prix des produits de première nécessité. Vous en savez quelque chose, monsieur Delago. Le bol du maïs est à 800 francs. Le bol de la farine est à 700 francs, c'est pas. Mais comment le citoyen moyen peut s'offrir ces 3 repas par jour? Est-ce que ça, c'est de la faute des gouvernants? C'est dans l'air du temps un peu dans tous les pays, non? C'est ce qui se dit. Non, mais vous savez, si on doit tout le temps, chaque fois qu'il y a des problèmes, dire que c'est dans tous les pays, on est là pour faire quoi? Dites-moi, monsieur Delago, on est là pour faire quoi? On a cherché des solutions à ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas cherché des solutions. On a fait intervenir ANSAT. Mais là encore, c'est des produits qui sont vendus par sac. Et ce n'est pas à la portée de la bourse du citoyen moyen. Donc, c'est ceux qui ont des moyens qui vont encore acheter ces sacs-là, qui le détaillent. Et le problème revient au même. Et puis, les dirigeants sont là, ils observent ça. Ils ne disent rien. Il y a l'accès aux soins. Vous connaissez ce problème mieux que moi. Le scanner ne coûte pas plus de 500 millions de francs CFA. Mais il y en a dans ce grand pays-là, il n'y en a nulle part. Vous savez ça, mieux que moi. La contractualisation qu'on nous a faite. Dans les hôpitaux publics, vous voulez dire? Dans les hôpitaux publics, je veux dire. Dans les hôpitaux publics. La contractualisation qu'on nous propose depuis 5 ans. Nous avons parlé de cette contractualisation à l'époque. On dit ça marche. C'est-à-dire ceux qui l'ont mise en œuvre disent ça marche. Les syndicats demandent, faites un audit de cette structure. On va voir ce que c'est. Personne ne lève le petit doigt pour le faire. Les équipements sont vétustes. Les infrastructures sont vétustes. Le gouvernement a proposé de recruter 700 personnes, soignants, par an. Les syndicats en ont proposé 1200 sur 5 ans.
Qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent sur ça? Mais dites-moi. On fait des concours, les résultats sont toujours envoyés aux calendes grecques. Les problèmes de logement, vous savez ça mieux que moi. Les gens se logent difficilement. Il y a on demande 1 an d'avance, 2 ans d'avance à des pauvres citoyens qui n'ont même pas de l'argent. Les loyers ne sont pas régulés par l'État. Le problème foncier, nous n'en revenons plus. Au plan économique, mais les banques ne peuvent pas prêter de l'argent. Aujourd'hui, nous prêtons à un taux de 2 chiffres. En France, 2 ou 3%, vous prêtez à 2 ou 3%. Nous prêtons à un taux à 2 chiffres. La quotité cessible sur les salaires, c'est 33%. Les banques prêtent jusqu'à 90% des salaires. Qu'est-ce que l'État fait? La commission bancaire est là. Qu'est-ce que la commission bancaire fait? Et la conséquence, c'est quand quelqu'un, par exemple, qui gagne 120 000 francs, qui fait un prêt, on lui prend jusqu'à 90% de ce qu'il a sans les agios. Quand on va prendre les agios, il lui restera à peu près 6 000 francs CFA. Il va supporter son foyer comment? Et maintenant, c'est pour aller peut-être acheter un terrain qui va faire l'objet de litiges fonciers. Mais, et on est là, on regarde ça. Au plan institutionnel, nous avons une justice qui ne fonctionne pas, qui est corrompue. Mais vous avez suivi le président de la Cour suprême, qui l'a dit. Une justice qui est corrompue, une justice qui est instrumentalisée. Dans un pays où la justice ne marche pas, vous voulez qu'est-ce qui doit marcher? La justice qui est censée protéger les citoyens ne marche pas. Vous voulez que quoi marche? Si vous prenez sur le plan culturel, ça fait combien de temps notre équipe nationale a gagné un match de football? Depuis 2019, l'équipe n'a gagné aucun match de football. On est même venu nous battre. Namibie est venu nous battre sur notre propre installation. Non, mais il y a trop de choses à dire, monsieur Agbo. Il y a trop de choses à dire. Si vous voyez les artistes que nous avons en dehors de King Messa, en dehors des Toufan, qui sont ceux qui rayonnent au plan international? Et quelle est la relève qu'on est en train de voir? Il n'y a rien. Et puis bon, il y a quoi? Voilà. Je le disais, un parti politique, voilà, c'est fait pour critiquer, mais aussi ça doit être aussi être une force de proposition. Bien sûr, bien sûr. Alors vous, à l'Alliance socialiste Santé du Peuple, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire les choses pour que le Togolais aille vers l'épanouissement dont vous parlez justement? Oui, ce que je dis, tout simplement, il faut que il faut proposer, hein, je suis d'accord. À chaque étape, tout ce que je viens d'énumérer là, il faut proposer des solutions. Nous avons dit, par exemple, il faut faire des prêts. Parce que nous ne pouvons pas atteindre l'émergence quand il n'y a pas de prêts au secteur privé. Nous sommes en période, à l'Assemblée nationale, c'est la séance budgétaire qu'ils sont en train de faire. La loi de finances sera votée très prochainement. Quand on vote la loi de finances, on vient nous dire tout simplement ça s'équilibre en dépenses et en recettes. Mais c'est toujours équilibré avec quoi? Avec les dons, les appuis budgétaires, les emprunts. Mais le budget, c'est un instrument de souveraineté économique d'un pays. Nous devons avoir la maîtrise de notre budget. Nous ne devons pas nous plaire tout le temps à mettre pour équilibrer les dépenses, mettre tout le temps les dons, les appuis budgétaires, les recettes. Il faut qu'à partir des recettes fiscales et des recettes non fiscales de l'État, il faut qu'on arrive à couvrir nos dépenses. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une pression fiscale qui tourne autour de 20%. Pourtant, la fiscalité pèse sur la tête de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de domaines qui ne sont pas formalisés. L'État, la grande partie, n'est pas formalisée. Il faut que l'État formalise la grande partie pour élargir l'assiette fiscale. Il faut élargir l'assiette fiscale. De deux, il y a certains qui échappent au paiement, à l'administration fiscale, en tant que redevables, et en tant que contribuables, et en tant que redevables. Ils échappent en tant que contribuables et en tant que redevables. C'est-à-dire que ce qu'eux-mêmes, ils doivent à l'État, ils ne payent pas. Ce qui est déposé chez eux pour l'État, ils ne versent pas. Mais il faut que ces gens-là, on peut arriver
à ce qu'ils donnent ce qu'ils doivent à l'État. Mais c'est normal. Il y a de grosses fortunes dans ce pays. On ne va pas les obliger, mais il peut y avoir une discussion avec les grosses fortunes, les gens ont le milliard. On discute avec ceux-là pour leur faire comprendre la nécessité de la solidarité, pour que les grosses fortunes puissent être taxées, pour que l'État puisse avoir de l'argent. Pour les recettes non fiscales, ce sont généralement les recettes de l'État propriétaire, ce sont les recettes de l'État actionnaire. Mais le patrimoine de l'État, l'État peut penser à élargir le patrimoine de l'État pour avoir plus d'argent. Il faut élargir le patrimoine de l'État. Mais l'exement judicieux à l'international pour avoir des bénéfices, des retours qu'on peut utiliser pour faire développer le pays. Mais ce n'est pas quand les gens ne savent pas. Mais généralement, pour faire des placements, là, les gens ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'il y a des commissions à percevoir quand vous investissez directement. Il y a des commissions, des rétrocommissions. Quand vous investissez directement, à part qu'est-ce que je veux dire? À part les rétrocommissions, il y a l'envie de taper à l'œil de l'électorat. Vous voyez? Il y a l'envie de taper à l'œil de l'électorat. On préfère faire des choses qui tapent à l'œil que voir, parce qu'on pense aux élections qui vont venir. Mais après ça, les gens ne cherchent pas, ne veulent pas aussi investir pour ceux qui vont venir. Parce que quand vous faites des placements dans d'autres pays, ça va vous profiter pour votre mandat, mais ça va profiter pour les générations à venir. C'est ce que le Botswana fait. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Quand on devait construire l'hôtel de 2 février, il y a certains qui ont dit, ne construisons pas cet hôtel-là, plaçons plutôt cet argent. Ça va faire des revenus, ça va permettre des revenus à l'État. Mais les gens ont refusé, parce qu'il y avait des rétrocommissions à percevoir. Mais c'est ça. Ce n'est pas qu'on ne le sait pas. Mais il y a parce qu'il y a d'autres contingents, il y a d'autres obligations. On piétine le mieux, le nécessaire. C'est ça. Alors, Docteur Georges Kouessan, les élections constituent le principal sujet de crispation politique très souvent dans le pays. Et c'est dans la perspective des prochaines régionales que le gouvernement souhaite sans doute voir se dérouler dans un climat consensuel que des discussions rassemblées des acteurs de la scène politique togolaise. Vous y étiez aussi, l'Alliance socialiste santé du peuple y était. Et vous connaissez les conclusions qui ont été rendues publiques et donc qui ont été soumises au gouvernement pour étude et validation. Alors, est-ce que vraiment vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, du résultat des conclusions de ces travaux-là? Bon, effectivement, nous avons participé aux travaux de la CENAP. Et moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de participer personnellement, mais le parti était représenté. Et à partir du moment où ce sont des décisions qui sont prises par consensus, nous sommes tous comptables de ces décisions-là, des propositions qui sont faites au chef, au gouvernement. Il y a de consensus, donc le consensus, c'est le consensus. D'une façon générale, quelles sont les décisions issues de cette concertation qui vous ont réjoui et que vous avez... Il y a eu des avancées. Voilà, quelles sont les avancées d'après vous? Les avancées, il y a par exemple au niveau du code électoral. Au niveau du code électoral, on a quand même obtenu de faire un recensement au lieu d'une révision électorale, de refaire un recensement électoral, en bonne et due forme au lieu d'une révision électorale. Et on s'est même dit qu'il doit y avoir un audit donc, du fichier électoral. Ce sont des avancées. On a obtenu qu'on fasse des audiences foraines pour délivrer donc, des certificats de naissance aux Togolais de manière à diminuer au maximum les inscriptions par témoignage. Oui. Ce sont des avancées. Il y a l'authentification des bulletins de vote. En dehors de l'hologramme, on a décidé de mettre les signatures. Et puis le jour du vote. Donc ce sont des avancées. Ce sont des avancées. Il y a le contrôle de l'électeur le jour du scrutin. Avant, le contrôle se faisait tout simplement par la carte. Maintenant, le contrôle par les empreintes. On a proposé également que pour les élections présidentielles à venir, qu'il y ait un parrainage. Nous trouvons que c'est une bonne chose, parce que ça va nous obliger à travailler plus. Tous ceux qui veulent participer quand même à une élection présidentielle, ça les oblige à se mettre plus au travail. Il y a eu la loi sur la manifestation.
Il y a eu la loi sur la manifestation, la proposition qui a été faite. Parce que la loi sur la manifestation, on était autorisé à manifester que 7 heures par jour. La proposition, ça va jusqu'à 11 heures par jour. C'est une bonne chose. Il y a les mesures d'apaisement. Ceux qui étaient inculpés dans les incendies des marchés de Lomé et de Kara. Ceux-là, on a dit, soit il faut faire diligence pour aller vite au procès, ou bien abandonner carrément les charges. C'est une bonne chose. Pour ceux qui ont été arrêtés dans les manifestations, on a demandé la grâce présidentielle pour eux. Ça, ce sont des avancées. Au-delà de ça, on a proposé une assistance aux médias en période électorale. Ce sont tous de bonnes propositions. Il y en a encore d'autres, on ne peut pas tous les citer. Voilà, comme vous le dites, on ne parle pas du train qui arrive à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui ne nous a pas convaincus dans les conclusions, voilà, parce que c'était dans les conclusions, ce avec quoi nous n'étions pas d'accord, c'est d'abord le statut de l'opposition. Avant, le statut de l'opposition suffisait. C'est vrai qu'il y a eu une avancée, mais nous ne sommes pas toujours d'accord avec le statut de l'opposition. Avant, dans le statut de l'opposition, il suffit de dire « je suis de l'opposition pour être de l'opposition ». C'est une façon trop simpliste de voir les choses, ce n'est pas possible. Maintenant, avec l'avancée, c'est que être de l'opposition, celui qui n'est dans aucun accord de gouvernement. Nous trouvons que c'est une avancée, mais c'est insuffisant. Oui, pourquoi c'est insuffisant? Oui, mais c'est insuffisant parce que pour nous, être de l'opposition, celui qui ne soutient pas le régime au pouvoir. C'est ça la définition. Parce que être dans un accord de gouvernement, ce n'est pas la même chose que soutenir le gouvernement. Soutenir est beaucoup plus vaste. Quand on est dans un accord de gouvernement, on soutient le gouvernement. Mais il n'y a pas qu'un accord de gouvernement qui puisse soutenir le gouvernement. Il y a d'autres formes de soutien au gouvernement. Pour nous, par exemple, quelqu'un qui, à l'approche d'une élection présidentielle, appelle à voter pour le président, le chef de l'État, mais celui-ci sort de l'opposition. Parce que c'est une marque de confiance. Et il n'en revient que quand il refait un jour la déclaration contraire que je retire cette confiance-là. Et pour nous-mêmes, il faut limiter, parce qu'il ne faut pas aussi permettre les jeux de ping-pong tout le temps. Il faut limiter. Les allers-retours. Les allers-retours. On se dit, tous ceux qui soutiennent le gouvernement ne sont pas de l'opposition. Et ça, là, vous n'avez pas le droit de le faire plus de 2 fois, par exemple. Si vous le faites plus de 2 fois, vous ne pouvez retourner dans l'opposition que lorsque le régime ne sera plus là. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, il y a certains qui soutiennent le régime. J'estime qu'ils ont des avantages pécuniaires par rapport à ça. Je l'estime. Je n'ai pas vu. J'estime qu'ils ont des avantages pécuniaires par rapport à ça. Mais ils nous concurrencent au moment des élections. Nous déboursons notre pauvre argent pour faire les élections. Ils nous concurrencent sérieusement au moment des élections. Et maintenant, quand il y a aussi des avantages au niveau de l'opposition, ils viennent émarger encore avec nous. Non. Nous ne sommes pas d'accord. À part ça, il y a le Sénat. Nous avons toujours dit que le Sénat ne devait pas exister. Parce que c'est budgétivore. C'est un moyen pour aller caser les gens qui sont un peu fatigués, pour leur donner. Donc, nous disons, notre pays a des problèmes à résoudre. On n'a pas le scanner, on va créer le Sénat. Pourquoi? Il y a déjà l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, il fallait supprimer purement et simplement le Sénat. Ce qui n'a pas été obtenu. Maintenant, si on ne supprime pas le Sénat, au moins que le chef de l'État n'ait pas à nommer les membres du Sénat. Mais vous savez pourquoi? Parce que le Sénat est un organe délibératif. Étant un organe délibératif, fonctionne comme un organe législatif. Et on ne peut, quelqu'un qui est de l'exécutif, au nom du principe de séparation des pouvoirs, ne peut pas nommer les gens qui sont du législatif. Ça n'a pas été fait. Pour les votes spéciaux, c'est-à-dire les votes par anticipation, les votes par procuration, nous avons demandé qu'on supprime ces votes-là. Ça n'a pas été suivi non plus.
ça n'a pas été fait. C'est vrai que par procuration, il y a une petite avancée, mais ce n'est pas ça. Parce que ça facilite les votes multiples. Donc, voilà en quelque sorte. Et nous avons dit depuis, peut-être que même nous allons en venir. Et avec vous avez vu que, bon, peut-être qu'on va en venir, mais nous, depuis toujours, nous avons dit que le régime politique que nous voulons pour notre pays, c'est un régime parlementaire. Parce que ces régimes que nous avons présidentiels, nous pensons que ça crée deux problèmes. Oui. Peut-être qu'on aura à y revenir. Bien, et je rappelle que l'invité de Rétro-C de ce matin est le président de l'Alliance socialiste santé du peuple, le docteur Georges Kwessa. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons revivre par les soins d'Hervé Essay les principaux événements qui ont jalonné cette semaine au Togo. Réuni mercredi sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a examiné 2 avant-projets de loi, un projet de décret et écouté cette communication dont celle relative à l'application de la gratuité de l'établissement des actes de naissance au Togo. Selon le communiqué ayant sanctionné ces travaux, cette communication vise à proposer la prise en charge par l'État des frais d'établissement des actes de naissance au bénéfice des populations dans tous les centres d'État civil. Professeur Akoda Iwada, porte-parole du gouvernement. Lorsque quelqu'un vient au monde dans une structure sanitaire, on fait une déclaration de naissance. La déclaration de naissance est obligatoire et il y a un délai de 45 jours. Sur la base de la déclaration, on peut établir un acte de naissance. La gratuité de l'acte de naissance est une promesse de campagne, est une promesse présidentielle. Et pour réaliser cette promesse présidentielle, cet avant-projet de décret vise d'abord à proposer une harmonisation des taux. La gratuité donc. Une fois que le décret organisant sera adopté, nos concitoyens se feront établir l'acte de naissance gratuitement. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité mardi 14 septembre en faveur d'une prorogation du délai d'habilitation du gouvernement et de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une durée de 12 mois à compter du 16 septembre 2021. C'est la chef du gouvernement elle-même qui a défendu les textes de loi soumis à l'appréciation de la représentation nationale. Victoire Tomega Dogbe. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire de par prorogeant le délai d'habilitation pour permettre au gouvernement de prendre des mesures par ordonnance quand c'est nécessaire pour protéger la population togolaise. Pour nous, c'est très important ces 2 lois parce qu'elles nous permettront de encore mieux gérer la riposte, mais aussi de réagir avec promptitude et d'agir avec beaucoup plus d'efficacité. La 22e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle a été célébrée le lundi 13 septembre. Une occasion pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo a dédié d'encourager les inventeurs et innovateurs à participer à la mise en place de la nouvelle plateforme de financement de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Kodjo a dédié. De nombreuses études ont démontré que les plus grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, de l'innovation, la pierre angulaire de leur développement et de la compétitivité de leur économie. Le gouvernement togolais a fait du développement des entreprises un maillon essentiel dans la création de richesses et des emplois, conformément à la grande vision stratégique 2020-2025 d'un Togo en paix, une nation prospère, moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. À cet effet, le gouvernement ne ménage aucun effort à encourager et à accompagner toute initiative publique ou privée dont le but est la création et le développement d'entreprises par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle. Par décret présidentiel, le colonel Kodjo Amana, qui était le commandant de la force spéciale anti-Covid-19, est nommé directeur général de la gendarmerie nationale en remplacement du colonel Massina Yotofre, qui devient lui inspecteur général adjoint des forces armées togolaises. Le même décret présidentiel propulse le général Komlan Adjitaou, précédemment chef d'état-major particulier du chef de l'État, à la tête de l'inspection générale des forces armées togolaises. Je suis Akina Messakali Noviti, je suis cadre de banque à la retraite, je suis scénariste, j'aime la chose culturelle, je suis chanteur, acteur de cinéma, acteur de
théâtre, etc. Et je suis le président des 3A, Association des amis artistes, créée depuis 1982. Cette voix que vous venez d'écouter s'est éteinte à jamais. Malade depuis un temps, l'artiste comédien Atina Noviti, connu sous les pseudonymes de Emouvi le Costaud, Mbossi, Gaglo, en référence à la pièce de théâtre Gaglo ou l'argent cette peste, a tiré sa révérence le dimanche 12 septembre au CHU Sylvanus Olympio à l'âge de 66 ans. Il y était admis quelques semaines plus tôt pour cause de maladie. Atina Noviti s'était rendu populaire par la qualité de son jeu d'acteur et surtout par son humour à travers des prestations mémorables. Les mercredis soirs sur la chaîne nationale de télévision, lorsque le rideau se levait, il laisse un vide qui sera difficilement comblé dans le cœur de ses administrateurs qui étaient très nombreux. Nous commençons l'actualité nationale de cette semaine avec le décès d'Atina Gaglo. C'est à travers la presse et les réseaux sociaux que nous avions appris que Atina Noviti était malade au point où le chef de l'État lui-même aurait dépêché son médecin personnel pour le suivre. Malheureusement, le mal dont il souffrait l'a arraché à l'affection des siens et de ses compatriotes qui l'adulaient. Voici pour les jeunes qui ne le connaissaient pas, Atina Noviti dans un extrait de sa chanson fétiche Emouvi le Costaud. Docteur Noviti Atina alias Gaglo, Emouvi le Costaud, Mbossi, etc. était un comédien, un humoriste, un acteur, un metteur en scène, bref, un artiste polyvalent qui était très populaire et très apprécié. Et vous qui avez vécu un certain temps à l'étranger, le connaissez-vous? Et si oui, comment avez-vous accueilli la nouvelle de sa disparition? Et qu'est-ce que vous retiendrez de cet artiste immense? Vous savez, je suis très sincère. J'ai été très attristé par la disparition de M. Atina. Et je peux vous avouer, vous venez de dire, nous avons fait l'étranger, mais avant de partir, on le connaissait. Oui. On le connaissait. Et ce n'est pas le sentiment que j'éprouve aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude d'éprouver de façon commune et standard quand les gens disparaissent. Oui. Mais c'est un sentiment réel et profond. Parce que quand j'analyse ce personnage, je suis toujours, même avant de son vivant, je suis triste. Parce que je me disais, comment un tel talent, oui. Oui. Non, peut finir comme cela. Oui. Non. Quand vous voyez le fusil, Gaglo, oui. Mawena, mais non. Quand moi je vois des acteurs régionaux qui ont une audience internationale, oui. Oui, je ne vais pas citer des noms, oui. Mais qui n'arrivent pas à la cheville de ce monsieur. Oui. Mais ce monsieur n'a rien à envier. Il serait né dans un autre pays, peut-être en France, mais il n'aurait rien à envier au lui de finesse. Oui. Au Jean-Paul Belmondo, Charlie Chaplin ou autres. Mais moi, je vous le dis. Je vous le dis. Mais quand vous voyez... Non, c'est quand même une grande perte. Même avant son décès, quand j'observais, je me disais que ça, c'était une grande perte. Oui. D'abord parce qu'on a vécu pratiquement dans le même quartier. À Pénou, Lomnava, oui. C'était le quartier de mes parents.
Et en plus de cela, vous savez, j'avais commencé l'université ici avant de partir. Oui. Et on avait organisé un concert, un 27 avril, un grand concert à la place Bonté. Et j'étais à la tête d'un collectif et on demandait donc des sponsors. Et nous étions allés chez lui, dans son bureau à la BTCI. C'était le même jour que qu'on avait rencontré, en tout cas ceux qui nous avaient aidés. Il était parmi eux. C'était le même jour que nous avons rencontré, j'en ai bien souvenance, mon grand frère, confrère et regretté, le docteur Akere Bourougui. Et c'était parmi les gens qui nous avaient aidés. Mais quand on était rentré chez Novici, dans le bureau, il nous avait donné, certes, il faisait partie des rares personnes qui ont répondu, parce que c'est un artiste, oui. Vous comprenez. Mais le temps qu'on a passé avec lui dans le bureau, je vous dis, c'était plus important pour nous que ce qu'il nous avait donné. Oui. Mais parce que c'est inoubliable. Le peu de temps qu'on a passé avec lui, parce que quand vous rentrez dans la BTCI, vous allez à gauche, vers la fin du bâtiment, il avait son bureau en bas, oui. Là-bas. Mais quand je le vois, non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. D'extraordinaire. Et qu'on n'a pas su aider pour émerger. Mais je ne comprends pas. Et puis un cadre de banque qui, parce qu'il avait son bureau à la banque, c'est un cadre de banque. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, voilà. Ce grand talent qu'on ne voit rarement dans un pays, pour que quelqu'un comme ça revienne, ce n'est pas pour aujourd'hui. Docteur, je le disais tantôt, Noviti Atina alias Gaglo et Mouvi Le Costo étaient très aimés des Togolais. Et vous faites partie donc de ces Togolais-là, d'après ce que je vois là. Et il avait fait carrière dans la banque, comme vous le dites, et avait même fini sa carrière avec le titre de fondé de pouvoir principal. Voilà. Et voici les réactions que sa disparition a provoquées chez certains de nos compatriotes. Mouvi Le Costo, Atina Gaglo, l'humoriste, j'ai appris cela. Il avait chanté et ça a ému ma jeunesse. Une fois aussi, on s'est rencontrés comme ça, face à face, vers Adeti Kopé. Il venait sur un de ses terrains et on s'est rencontrés et on a échangé joyeusement. Je ne l'ai jamais suivi comme ça en live, si ce n'est que sur la télévision togolaise surtout. Il insuffle la joie à la population. En le suivant, on ne peut que s'émouvoir. J'avais 16 ans quand on parle de lui. Parce qu'à l'époque où moi je parlais, moi-même je n'avais pas de télé, donc il fallait aller chez les voisins, donc suivre un peu. Et c'est Atina, sinon je le connais. Ça m'a tellement fait mal parce que c'est quelqu'un vraiment, il est très intéressant. Quand tu as des soucis, tu vas voir ces scènes, tu es apaisé d'une manière quoi. C'est un banquier, moi je le connais, la BTCI. Cependant, il a cherché à créer quelque chose de parallèle. Tu le vois en scène, tu ne vas pas savoir que c'est un cadre. Vraiment, je regrette ton décès. Et c'est pourquoi dans la vie, il faut poser de bons actes, qu'on se rappelle de vous demain. Lui là, hier, il ne savait pas qu'aujourd'hui, il ne serait plus là. Il dit qu'il est Mou Le Cosso. Quand il dit Mou Le Cosso, là, quand tu le vois, il est mince, mais il dit, il est le Cosso, il est gros. Alors qu'il n'est pas Cosso, ça veut dire que même si tu es petit, tu te fais grand par des initiatives. Vouloir, c'est pouvoir. Mouvi Le Costo, c'est quelqu'un qui s'est battu dans le temps. Avec ses œuvres, tu vas acquérir quelque chose dedans, quoi. Qui peut changer ta vie. Qui peut aussi te donner un plus dans la vie en suivant ses œuvres ou bien en suivant ses théâtres. Ce qu'il est en train de faire, c'est comme la vie que nous vivons est dedans et la vie qui viendra aussi est dedans. Ce qu'il faisait des fois, c'est comme il a une fois fait 45 000 fois la mise le taux 90, c'est comme il a participé dans le temps là, le taux sport. Mais j'ai vu ses œuvres avec un de nos frères il s'appelle Patapa. Docteur Georges, les artistes, les acteurs du monde des arts, de la culture se plaignent d'être quelque peu oubliés, de ne pas être soutenus. Et Gaglo et Mouvi Le Costo aussi disaient qu'il avait des projets et qu'il cherchait des gens pour le soutenir. Mais voilà, alors vous, président du Togo, que feriez-vous pour rendre plus visibles les arts, pour promouvoir la culture togolaise? Mais c'est quand même, je suis toujours un peu très attristé par ça. On vous voit vraiment très ému. Mais oui, parce qu'un talent comme ça,
Ils étaient deux. L'autre... Politikos, quel est son nom? Voilà. Politikos, ils étaient deux. C'est Politikos que j'avais connu premièrement. Je disais qu'il était terrible. Sa tête, déjà, vous êtes plié de rire quand vous voyez ça juste à sa tête. Oui. Et lui, il était décédé entre-temps. Oui. Mais vous savez, la culture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir. Hein? Que ce soit dans n'importe où. C'est-à-dire, dans quelle que soit l'activité, il faut investir. La croissance, c'est partout. Quand vous voulez avoir des résultats, c'est partout. Il faut investir. On ne veut pas investir dans la culture. C'est ça qui est le problème. Il faut investir. Aujourd'hui, nous avons... il y a aujourd'hui un fonds d'aide à la culture. Un fonds d'aide à la culture de 300 millions pour 512 projets. Nous avons suivi. Bon, c'est pas mal, c'est déjà un début, mais s'il y avait ces choses-là depuis, mais il faut promouvoir la culture, mais il faut créer surtout des centres de formation. Vous pensez que les mamans, les gourous, les gens que nous connaissons, ce sont des gens qui ont commencé par leurs propres moyens, mais qui ont suivi. La Côte d'Ivoire a tout mis en œuvre, par exemple, pour que ces gens-là puissent aller se faire former à l'extérieur. Donc, ce sont des gens qui, en plus de leur capacité à vous faire rire, ont de grandes cultures. C'est important. Donc, il faut des centres de formation. Même fait de l'humour, c'est un art. Oui. Ça s'apprend. Même si il faut que vous ayez le talent. Il faut affiner le talent. Mais il faut affiner le talent, il faut apprendre. Oui. Donc, il faut des centres de formation. Que ce soit ici, ou bien si on n'a pas les moyens là, que l'on puisse envoyer ces personnalités à l'étranger pour aller se faire former. Oui. Mais il faut qu'il y ait un programme spécial de suivi particulier des grands talents. Oui, absolument. De suivi particulier des grands talents. Il faut qu'il y ait ce programme-là. Et moi, si je deviens un jour chef de l'État, ce sont des choses que je vais faire. Bien. Docteur, on va avancer. Donc, le deuxième sujet, la Covid-19 demeure l'un des sujets de préoccupation et du gouvernement et de la population. Le gouvernement a demandé la prorogation de 6 mois de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale a non seulement accédé à cette demande, mais a plutôt proroger cet état d'urgence de 12 mois. Alors, vous êtes un médecin doublé de pharmacien. Quelle est votre appréciation, votre perception de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement? Une appréciation générale. Bon, de façon générale, moi j'apprécie au résultat. J'apprécie au résultat. Avant la résurgence que nous avons connue avec l'émergence du variant Delta, le Togo avait de bons résultats. On avait de bons résultats par rapport à la sous-région, par rapport à l'Afrique, on avait de bons résultats. Donc, au vu de ces résultats-là, que je ne rappelle plus, je peux dire de façon générale, même s'il y a des couacs par-ci et par-là que nous avons dénoncés dans le temps, je peux dire de façon générale que la gestion, elle n'est pas mal. Alors, que dites-vous maintenant de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 12 mois? Bon, la prorogation, d'abord, avant... Bon, on a demandé 6 mois, on a prorogé de 12 mois. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Ce qui m'intéresse, c'est que avant quand même d'aller demander, ou bien vous demandez quelque chose, après, vous en sentez encore le besoin, le minimum, c'est qu'il faut faire un bilan. Un bilan exhaustif de ce que vous avez pu faire avec ce qui vous avait été accordé. Je n'ai pas vu le gouvernement, je ne sais pas si ça a été fait, est-ce que c'est moi qui n'ai pas suivi, mais je n'ai pas aperçu le gouvernement faire ce bilan. Moi, c'est ce que je tiens à dire par rapport à ça. Mais pour ce qui concerne la prorogation, au vu de la situation actuelle et au vu même du décret qui avait été pris, ramenant les mesures restrictives et renforçant la vaccination, je me dis que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et la loi d'habilitation ne sont que des conséquences logiques de ce qui avait été fait. Alors. Les nouvelles mesures restrictives dictées par le gouvernement ont été commentées par la plupart des journaux parus cette semaine. Voici ce que nous y avons sommairement retenu pour vous.
Nouvelle Opinion constate que le gouvernement togolais veille au grain et adopte de nouvelles mesures, tout comme Ouattara les vainqueurs, qui propose le titre suivant à ses lecteurs. Le gouvernement adopte de nouvelles mesures restrictives. Pour économie et développement, le passeport vaccinal devient désormais la clé pour accéder aux bâtiments administratifs. Conséquence, la course pour la vaccination est engagée au Togo, constate Écho du pays, quand le confrère La Dépêche titre sur ce qu'il appelle la ruée vers les vaccinodromes. De l'affluence sur certains sites de vaccination, cette semaine renchérit l'éveil du peuple de la nation, de même que l'Union, pour qui il y a, je cite, des records du nombre de personnes vaccinées par jour. Selon Méga Info, le gouvernement rend subtilement obligatoire la vaccination. Abordant le sujet, The Guardian parle de mesures impopulaires anti-Covid et d'imposition du pass sanitaire. Une pilule très difficile à avaler, à en croire Togomatais. Mettant les pieds dans le plat, le BI hebdomadaire L'Alternative voit dans ces mesures ce qu'il appelle la dictature du vaccin. Également critique, Liberté ne comprend pas que le vaccin soit rendu obligatoire pour les fonctionnaires alors qu'aucune solution n'est trouvée pour les marchés que le confrère considère comme des nids de contamination. Commentant ces mesures et surtout leur gestion, le correcteur trouve que l'exécutif est entre incohérence, cafouillage et amateurisme. Du même avis que le correcteur, la manchette s'exclame comme suit. Gestion de la Covid, zut, le désordre s'installe. Et le médium d'attirer l'attention de ce qu'il qualifie de zèle des uns et des autres. Commentant la remise au goût du jour des mesures anti-Covid, le dialogue se contente de rapporter le point de vue de la DMK sur la question et affirme que celle-ci s'insurge contre les dernières mesures du gouvernement. Enfin, plutôt sibyllin, l'hebdomadaire Chronique de la semaine donne ce conseil à ses lecteurs. Après la prière, accueillons favorablement la réponse de l'Éternel. Fin de citation. Amen est tenté de répondre. Alors, docteur, le gouvernement, même s'il refuse de le reconnaître, a subtilement rendu obligatoire le vaccin anti-Covid. Voilà le commentaire que beaucoup de gens font. Comprenez-vous l'obligation de présenter un pass sanitaire avant d'avoir accès aux bâtiments publics? Non, autant que j'accepte, vu l'évolution de la pandémie et vu les chiffres, parce que en matière d'épidémie ou en épidémiologie, les décisions sont prises toujours par rapport à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de diminuer le taux de positivité, c'est-à-dire la transmission. Et le second objectif, c'est de limiter au maximum les décès. Maintenant, si nous voyons les décisions qui ont été prises, surtout par rapport à la vaccination, la vaccination, c'est pour limiter les décès. Et si on renforce la vaccination, je dis d'abord renforcer, si on renforce la vaccination, c'est dans le but donc, de diminuer les décès. Donc ça correspond bien au second objectif. Mais là, est-ce que cela se justifie ? Je pense que cela se justifie au vu des chiffres. De juin, à partir de juin, je crois qu'en juin, on a eu 5 décès comme ça. En juillet, c'était plus de 20 décès. En août, plus de 30 décès. Et en septembre, on n'en a pas encore fini. Ça, c'est la première chose. Et puis, si vous voyez, depuis, Covid est là depuis 18 mois environ. Dans la première année, nous avons enregistré 60% des décès. Les 6 mois qui ont suivi depuis mars, nous avons déjà enregistré 40% des décès. Maintenant, si nous quittons donc ces chiffres-là, nous allons voir que pour atteindre l'immunité collective, qui est de 60 à 70%, qui atteint l'immunité collective, nous devons vacciner donc 60 à 70% de la population. Au moment où cette décision était prise, seulement 9% de la population avait reçu leur première dose et seulement 5% avaient reçu les 2 doses. Donc, au vu de ces chiffres, il était quand même normal qu'il y ait des mesures qui se prennent par rapport à ça. Moi, je dirais même qu'il y a eu un peu de retard parce que
si vous suivez les recommandations de l'OMS, quand il y a le taux de positivité inférieur à 5, on parle de zone verte. Quand ce taux est entre 5 et 10%, on parle de zone orange. Et quand ce taux est supérieur à 10%, on parle de zone rouge. Avant que cette décision ne se prenne, nous avons un taux de positivité, si mes calculs sont bons, qui était quand même, je n'ai plus le chiffre exact, mais qui était quand même au-dessus de 10%. Ça veut dire qu'on avait franchi le feu rouge même avant de prendre les décisions. Donc, cette décision devait se prendre. Maintenant, rendre la vaccination obligatoire, là je parle en tant que médecin et médecin de santé publique, parce que je ne parle pas en tant que politique. La vaccination, il est dit dans le Code de santé publique qu'il y a des moments où l'État peut être amené à rendre les vaccinations obligatoires. Mais ce que moi je dis, que ce soit des mesures pour renforcer ou que ce soit des mesures obligatoires, il fallait donner un moratoire pour que les gens puissent se conformer à la chose. Je ne comprends pas comment on a l'impression qu'il y a eu de l'improvisation. Là, d'ailleurs, je vous ai dit que la zone était dépassée. C'est peut-être après ce dépassement qu'on a perdu le nord et puis on s'est jeté dans les décisions tous azimuts. Mais on dit, par exemple, qu'il faut fermer les églises. Les églises sont fermées pour éviter donc les contaminations. Dans le même temps, on prend la décision de rendre obligatoire les vaccinations sans même donner une période probatoire. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que les attroupements qu'on évite dans les églises, on les a transportés dans les centres de vaccination. Est-ce que quelque chose nous dit que parce qu'on est sur le point de faire la vaccination, on ne peut pas attraper Covid? Mais moi, je ne comprends pas. Il faut aller voir les attroupements qu'on a devant les centres de vaccination. Mais les gens vont attraper Covid avant même d'aller prendre le vaccin. Quand ils prennent le vaccin ne va pas les protéger. Et c'est en ce moment plutôt qu'on dira, ce monsieur-là, il a pris le vaccin, mais quelques jours après, il a eu des problèmes, le vaccin ne fait rien. Quand vous attrapez Covid et pour vous prenez le vaccin, il y a un temps pour que vous développiez les anticorps. Pendant ce temps, Covid peut prendre le dessus sur vous. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas des décisions comme ça. Bien là. Eh bien, docteur, on n'a plus beaucoup de temps. On va dire un mot rapidement de l'actualité internationale. Ou alors peut-être une dernière question en tant que médecin, rapidement. Les gens sont inquiets. Ceux qui avaient pris l'AstraZeneca et qui se disent, voilà, on leur demande de prendre Pfizer, ils se posent des questions. Ce mélange-là, ce cocktail-là, qu'est-ce que ça va donner dans leur organisme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement par rapport à ça? Non, au fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si vous suivez le mécanisme d'action des deux vaccins, au fait, le mécanisme de début est différent. C'est-à-dire, pour AstraZeneca, ce sont des vecteurs viraux. On utilise des vecteurs viraux pour transporter le matériel génétique. Mais dans Pfizer, c'est de l'ARN messager qu'on utilise directement. Mais la finalité est la même. Parce que ce soit dans AstraZeneca, que ce soit dans Pfizer, la protéine immunogène est la même, c'est-à-dire la protéine spike. Oui. Donc, à partir du moment où la protéine immunogène est la même, les corps seront dirigés contre cette même protéine, les anticorps seront les mêmes. C'est comme vous êtes dans un centre, on vous dit, il y a quelqu'un qui va venir, il va s'habiller comme ça, il est costaud, il va mettre un casque rouge, tout ça là. Mais que cette personne vienne par moto, que cette personne ne vienne pas en voiture, vous cherchez seulement à voir quelqu'un qui est costaud, qui a les chapeaux, ça, et puis vous l'attaquez. C'est un peu ça. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Donc dernier virage de cette émission avec l'actualité internationale de cette semaine, dont certains des événements nous sont rappelés par Hanani Vidjirakou.
L'actualité internationale de cette semaine est dominée par la concertation nationale des forces vives en Guinée. À la veille de l'ouverture des assises, le RPG, parti du président renversé Alpha Condé, a donné son accord pour participer aux concertations. Mardi, les leaders des partis politiques ont ouvert le bal de ces concertations initiées par le Comité national de rassemblement et du développement CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Au sortir de la première journée, Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition guinéenne, se veut rassurant. J'ai noté une volonté d'organiser une transition inclusive et apaisée. C'est le terme utilisé par le président du Conseil national du rassemblement et du développement. Il a été donc demandé aux partis politiques qui étaient là de préparer des propositions. On jugera les militaires aux actes. Pour le moment, les discours qui ont été tenus semblent répondre à nos préoccupations. Mercredi, les concertations se sont poursuivies avec les présidents des organisations de la société civile, mais eux tous n'avaient pas droit à la parole. Ces concertations qui ont duré 4 jours ont pris fin vendredi. Mais jeudi déjà, les chefs d'État de l'espace CEDEAO, en réunion extraordinaire sur la situation guinéenne à Accra au Ghana, ont pris des mesures fermes contre les auteurs du coup d'État. Entre autres, interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers des putschistes. Et la CEDEAO prévient que la transition ne doit pas dépasser 6 mois. Toujours à Accra, la CEDEAO a aussi pris des décisions concernant la transition au Mali. Pour les chefs d'État de l'institution sous-régionale, la transition est non négociable. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. Ils ont demandé que le chronogramme de la préparation des élections soit défini et communiqué avant la fin du mois d'octobre 2021. Le chef d'État a également indiqué que la date des élections présidentielles et législatives, qui est fixée au 22 février 2022, n'est pas négociable, qu'il n'y aura pas d'extension. Donc nous allons travailler avec les partenaires maliens pour que rapidement on puisse sortir ce chronogramme. Toujours au Mali, un partenariat entre ce pays et la société russe Wagner inquiète la France. Les autorités françaises, très préoccupées par cette information révélée lundi par l'agence de presse Reuters, ont réagi mardi. Le gouvernement français a prévenu qu'une intervention des paramilitaires russes pourrait entraîner le retrait des troupes françaises au Mali. Bamako, de son côté, a précisé que rien n'a été signé avec Wagner, mais que le Mali entend désormais diversifier ses relations pour assurer sa propre sécurité. Du Mali, parlons du Sahel, où le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la mort de Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara. Il a été tué le 17 août dernier lors d'un bombardement de drones français. L'actualité internationale de cette semaine hors de l'Afrique, c'est aussi la crise diplomatique entre la France et les États-Unis d'Amérique. Crise née jeudi à la suite de la rupture du contrat du siècle de fourniture de sous-marins français à l'Australie. L'Australie tourne désormais dos à la France au profit des États-Unis. Une rupture de contrat mal digérée par la France. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Dans cette rupture de contrat signée en 2016, l'Australie annule la commande de 12 sous-marins à la France. Déjà, les USA ne comptent pas abandonner l'Australie dans les pressions étrangères. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Les États-Unis ne laisseront pas l'Australie seule sur le terrain face à ces tactiques de pression. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a limogé mardi le procureur Bedford Claude qui le menaçait d'inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Le Premier ministre haïtien est allé plus loin dans sa démarche en remplaçant aussi le ministre de la Justice mercredi. Pour l'heure, le Premier ministre haïtien Ariel Henry n'a fourni aucune raison de ses décisions. Et puis décès, Kasmi Oyemba, ancien Premier ministre du feu président gabonais Omar Bongo, est mort de Covid-19 jeudi à Paris, en France, à l'âge de 79 ans. Économiste de profession, l'illustre disparu fut également gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Voilà, docteur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Juste une dernière question et on va parler de la Guinée rapidement. Alpha Condé n'est plus le président de la Guinée depuis le 5 septembre. Il a été renversé par un coup d'État militaire. Et comment avez-vous vécu cette chute-là? Oui, c'est
Entre un sentiment de satisfaction et en même temps de déception. Plus de satisfaction, c'est vrai, mais pas de déception, de tristesse pour l'Afrique qui commence par... Satisfait du coup d'État? Non, oui, mais satisfait de la chute de M. Alpha Condé, parce que quelqu'un comme Alpha Condé, qui était comme un modèle de lutte pour la démocratie, pour nous, depuis des années, pendant près de 30 ans, quelqu'un qui a été condamné à mort par Sékou Touré, condamné à la prison pour 5 ans par Lansana Conté, qui vient au pouvoir, comme on le sait, mais ce monsieur qui vient et qui se permet de tripatouiller la Constitution, de traficoter la Constitution pour faire un 3e mandat, mais ça nous fait sortir de nous. On ne comprend pas comment quelqu'un comme ça, qui était considéré comme un modèle, mais puisse avoir ces réactions-là. Voilà. Donc c'est normal. Pour nous, c'était une satisfaction que on a quand même pu mettre fin à cette dérive autoritaire de M. Alpha Condé. Mais dans le même temps, c'est une tristesse parce qu'un coup d'État, ça nous ramène toujours en arrière. Oui. Le coup d'État n'est accepté, n'est souhaité par personne. Justement, la CEDEAO refuse ce coup d'État. En tout cas, elle prend acte après acte du coup d'État, mais au cours de sa dernière réunion à Accra, a décidé de sanctionner la Guinée est suspendue de ces instances et puis surtout menacée, exiger une transition de 6 mois. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces décisions de la CEDEAO? Mais la transition de 6 mois, a priori, paraît court. C'est-à-dire la durée paraît assez courte pour une transition de 6 mois. Mais vous comprenez aussi la réaction de la CEDEAO. Vous savez qu'il y a eu déjà 2 coups d'État en Guinée, avec Lansana Conté en 1984, avec Dadis Camara en 2008. Actuellement, il y a un coup d'État qui est au Mali. On ne connaît pas encore le bout. Il y a au sein de la CEDEAO des gens qui ont le même statut que Alpha Condé. Je ne vous le dis pas. Il y a d'autres qui ont, à l'instar d'Alpha Condé, qui ont traficoté la Constitution ou bien qui ont changé la Constitution pour faire aussi un 3e mandat. Donc, tout cela fait que la CEDEAO, il y a de la frilosité. Il y a de la peur, donc on veut aller vite, on veut mettre la pression au maximum. De Victoire FM, je vous remercie également pour votre fidélité d'écoute. Hervé Essai, Nani Vidilakou et Haïté Messon se joignent à moi pour vous donner rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro de Retro 7 si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.